Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Martin Buchette. Après avoir passé son master en préparation physique à Lyon et avoir travaillé dans le handball à Célestat et Amiens, Martin a passé son PhD. Il est ensuite parti travailler à Aspire avant de devenir le Head of Performance du PSG. Il travaille maintenant pour Kitman Labs en tant que Head of Performance Intelligence Research. Dans cet épisode, on parle donc de la boucle terrain-recherche, de la différence d'approche des sport science en France et à l'étranger, et de l'intérêt de la collecte de données via les clubs. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Martin. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté cette demande pour le podcast. Écoute, merci à toi pour l'invitation aussi. Écoute, ça va être la première fois que je fais un podcast en français aussi, donc c'est l'occasion, tu vois, donc c'est très bien. Merci. Super, c'est un plaisir pour moi de t'avoir. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours et les tout débuts, on va dire, dans le monde de la préparation physique au début ? Ouais, bien sûr. Alors, c'est pas trop mon truc en général de parler de moi comme ça et de dire tout ce que j'ai fait. Puis surtout, ça peut être long parce que là, je vais avoir 43 ans dans un mois. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, peut-être comment je peux te présenter les choses, c'est que je me suis aperçu quand les années ont filé, c'est que tous mes différents jobs, ça a toujours été des cycles de quelques années, entre 3, 4, 5 ans. Et ils se sont tous hyper bien emboîtés. Et qu'à chaque fois, en fait, j'ai fait autre chose. Et c'est ça qui, aujourd'hui, je suis hyper content et si tu veux épanoui d'avoir eu ce parcours varié et qu'il y a eu des enchaînements, si tu veux, des emboîtements. Ouais. Et donc, effectivement, j'ai commencé par de la prépa physique, dans mon sport, dont j'étais passionné, j'étais joueur, donc c'était dans le hand. Comme beaucoup d'entre nous, tu finis par faire coach, entraîneur, prépa physique, sport scientiste. Tu essaies d'aller dans le haut niveau parce que t'as pas réussi à à arriver dans le haut niveau de toi-même en tant que joueur. Donc moi, je jouais en National 2, j'avais pas vraiment de talent, mais j'étais un travailleur. Et j'ai continué sur la lancée. Donc la prépa physique, évidemment, ça me passionnait, mais ça me passionnait parce que je voulais moi être un meilleur joueur au départ. Donc il y a toujours eu des liens. C'est-à-dire que je sentais que j'étais un peu à la traîne, donc je suis allé regarder ce que faisaient mes copains qui faisaient du ski, parce que l'été donc j'étais en sport-études à Strasbourg, ouais. Mais tous les étés je les passais à Tignes, et là il y avait la sport-études ski, et donc c'est là-bas que j'ai appris la pliométrie, les premiers bouquins de Cometti. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à lire des trucs sur, tu sais, t'as les 2 tomes méthode moderne de musculation. Ouais. C'était fantastique, quoi. C'était dans les années 90, tu vois. Je parle comme un ancien. Mais tout a toujours été lié. Donc la prépa physique, apprendre pour être meilleur joueur. Après, je me rends compte que je vais jamais être un joueur de haut niveau. Je joue en National 2, mais je peux entraîner mes collègues, mes potes, ouais. mes teams, mes coéquipiers. Et après, c'est comme sur des rencontres, des enchaînements. Je rencontre Alain Quintalet qui lui entraîne l'équipe pro de Célestat. On a une relation extraordinaire parce que lui, c'est le mec qui a l'expérience de toujours. Ça peut être limite mon père. Moi, je lui apporte de la fraîcheur, des lectures et tout. Donc, on fait un duo extraordinaire, tu vois, quoi. Et donc après, quand il s'en va, la porte elle est toute ouverte. Il dit au club, écoutez, moi je suis plus là, mais il y a le petit jeune Martin là, je sais pas, à cette époque-là, je dois avoir 20 et des brouettes, tu vois. Il me dit, vas-y, il va pouvoir gérer le truc, quoi. Donc s'il n'y avait pas eu Alain, je suis pas sûr que j'aurais eu cette opportunité non plus, tu vois. Ouais. C'est énorme. Mais dans l'idée que tout est toujours lié, c'est que la première chose que j'avais envie de faire, parce qu'en parallèle, je faisais mes études de STAPS et tout. La première chose que j'ai eu envie de faire quand je faisais ma prépa physique, et j'y passais un temps de ouf avec cette équipe de Célestat, c'était de pouvoir analyser les données des tests, de commencer à faire des stats de comparaison, si sur la pré-saison, on avait la période de préparation, est-ce qu'on avait amélioré la détente des mecs et le temps d'y mettre. Donc déjà, tu vois, commencer à avoir la volonté de rationaliser les choses, de faire des mesures. J'avais fait en parallèle, c'est les mêmes années, en l'année 2000, le diplôme européen de prépa physique, où là j'étais avec mon pote Claude Karcher. On avait un prof à l'époque au STAPS de Strasbourg qui s'appelait Michel Dufour.
on avait pas de rond. Donc en fait c'est une formation où en fait on allait dans les clubs, où on allait dans différentes facs. Donc c'était centralisé à Lyon, mais on allait à Macolin, donc le centre olympique en Suisse. On allait à Turin. Donc c'était extraordinaire. Et en fait, en voyant je dirais vraiment que cette année de l'été 2000, c'est vraiment là que j'ai vraiment su ce que je voulais faire, c'est-à-dire que c'était un diplôme de prépa physique, mais les enseignants, si tu veux, à l'époque, il y a eu le Jens Bangsbø, mais il y a eu plein d'autres Italiens, des Français aussi. C'était des gens qui étaient dans la prépa physique, mais avec cette approche scientifique. Donc les mecs, ils publiaient en parallèle. Et moi, à cette époque-là, je savais limite pas trop ce que c'était les publis. Enfin, tu vois, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait tout cet aspect sport science derrière, quoi. Et j'en reviens à ce que je faisais à Célestat en même temps. Les mecs, ils nous faisaient c'était le début, imagine 2000. Enfin, je te dis, je parle comme un ancien, mais c'était le début. Les mecs, ils nous mettaient des vidéos dans des vieux PowerPoint. Et donc de me rendre compte que les gars, ils étaient capables de nous montrer à nous étudiants des vidéos de leur travail. C'était Jean-Pierre Heger. Jean-Pierre Heger, la fameuse vidéo de Gunther là qui monte en sautant Je l'ai vu aussi. le mec il s'entraîne à Macolin, tu vois. Ouais. Bah c'est ça, c'est les mecs on les a vus en live et à cette époque-là en 2000 Gunther ça faisait la vidéo elle datait d'il y a 3-4 ans, tu vois, c'était et du coup, c'est le fait de voir ces mecs-là, je me suis dit il faut que je filme ce que je fais avec Célestat aussi. Et donc là j'ai produit à l'époque des DVD. Les DVD, je les ai faits en même temps que je finissais ma thèse, c'était 2004. Et c'est indirectement ces DVD-là qui m'ont permis de faire tellement de trucs derrière. Parce que là, tu me demandes de parler de moi, de ma carrière, donc je te fais les enchaînements, mais si tu veux. Vas-y. Ces DVD-là, si tu veux, que j'ai fait avec Célestat, ça a permis, je les ai vendus. C'est là que j'ai monté mon site internet. C'était au départ avoir une plateforme pour vendre ces DVD. Comme je les faisais moi-même, j'ai réussi à faire un peu de sous pour une assoce que j'avais montée. Et quand je me suis retrouvé maître de conf après à Amiens, je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Le mode académique, les étudiants au fond de l'amphi qui en ont rien à foutre. Et surtout, quand je suis arrivé dans le contexte fac, toi, j'imaginais qu'il allait y avoir un labo, qu'on allait bosser ensemble, qu'on allait pouvoir faire de la recherche aussi, parce que j'avais goûté à la recherche lors de ma thèse. Et puis j'arrive dans un contexte où il y a pas la clé de l'armoire à matériel, tiens, elle est plus là. Donc dans l'armoire, il y a un K4 pour faire des mesures de VO2, mais on n'a plus la clé. Et donc comme j'avais fait des ronds en vendant mes DVD quelques années avant, je me suis acheté moi-même mon analyseur de gaz. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tout a vraiment été lié. Donc du coup, j'ai pu faire de la recherche de manière indépendante sans rien demander à personne. Et après, ces DVD, ils ont fait le tour du monde du handball au minimum. Et c'est comme ça que j'ai eu un appel du Qatar pour me dire, tiens, on a vu tes DVD, tu voudrais pas venir bosser pour la fédé de handball du Qatar? Donc j'y vais, je vois l'état de la fédé du handball du Qatar, ça m'a pas suffisamment motivé. Mais en allant à l'aéroport, je passe devant Aspire, je savais que je connaissais 2-3 Français là-bas. C'est là qu'après j'ai connu François Fourchet, que tu as aussi évidemment. Et du coup, je me retrouve après à déposer un CV à Doha, au Qatar. Donc, ça, en fait, l'enchaînement, c'est mes DVD qui m'ont indirectement ouvert la porte de Doha. Donc, tu vois, là, je t'ai fait une diagonale comme ça, comme tout est lié, mais c'est incroyable. Enfin voilà, après je peux encore continuer, mais si tu veux que tout est lié et c'est des enchaînements de je sais pas si c'est de la chance, des choses qui sont liées, des choses que j'ai envie de faire et tout ça quoi. Et donc c'est ça que je trouve que c'est excellent, c'est que j'ai toujours réussi à me créer quelque chose que j'avais envie de faire en fonction de ce qui était disponible quoi. Ouais. C'est bien dit, c'est tellement ça. Et du coup, alors, comment tu prends la décision justement d'aller à Aspire et qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu y apprends là-bas? Aspire, c'est clair, je te dis que c'était parce que j'ai quand même fait 4 ans comme maître de conf à Amiens et il me manquait quelque chose. Et avant de prendre la décision d'aller à Aspire, c'est que j'ai fait un postdoc en Australie à Perth. C'est là que j'ai rencontré Paul Lorsen. Et si tu veux, j'avais cette envie d'aller voir ce qui se faisait ailleurs, parce que j'étais déjà dans le début de cette frustration du système franco-français, du fait que tu sens que
ça dort un peu, c'est un peu. Et puis là, enfin ouais, quand j'arrive à Amiens, c'est 2005, donc on commençait quand même à, enfin la publication c'était international, tu vois. Mais moi, parce que quand j'ai commencé ma thèse, les publications, tu les soumettais, t'envoyais un manuscrit que t'imprimais toi-même. C'est-à-dire qu'il y avait pas, c'était le début d'Internet, les soumissions, il y avait pas les plateformes online, tout ça, quoi. Donc tu faisais tout à l'ancienne quand Medicine Science Sports Exercise pendant une semaine ils avaient ouvert l'accès, c'est-à-dire que c'était pas un accès payant. Je me souviens, j'ai imprimé 200 articles. J'ai passé le week-end dans mon labo où j'avais une bonne connexion ADSL parce que chez moi ça passait pas. Et je suis allé imprimer moi-même les papiers parce que c'était l'occasion de les avoir parce qu'après quand ils allaient fermer ce serait payant de nouveau, j'aurais plus accès, tu vois. Donc Amiens, ça commence en 2005, ça avance un peu, mais c'est un peu trop tranquille, quoi. Et donc je savais qu'il fallait que je parte. Et donc, le fait d'être allé passer ces 6 mois en Australie à Perth, dans le labo, là, à Edith Cowan à Perth, je me suis vraiment rendu compte, enfin, qu'on jouait c'était même pas, c'était une 2 chevaux et une Ferrari entre la France et l'Australie sur l'approche de la recherche, mais surtout du sport science comme on en parle, tu vois. Le labo, c'était extraordinaire, il y avait du matos partout, t'avais une quinzaine d'étudiants en même temps entre les masters, les étudiants en thèse, chacun faisait des manips, les étudiants entre eux, ils étaient sujets pour les autres. Mais quand tu voyais la population, c'est que comme les étudiants, c'était tous des athlètes pas trop loin d'être du haut niveau. Tu regardais la VO2 max de n'importe quelle étude, tout le monde était à 65. Donc c'était pas des études faites avec des étudiants d'un niveau de base, si tu veux. Donc l'expérience, si tu veux, c'est l'expérience. Ces 6 mois où là, si tu veux à Amiens, ils ont été top, c'est qu'ils m'ont permis de partir 6 mois, tu vois. Mais l'expérience en Australie m'a fait dire, il n'y a pas moyen que je reste en France, tu vois, parce que c'est trop lent, trop en retard, tu vois. Et d'ailleurs, je pense, ouais, et on l'a un peu rattrapé, mais on est encore très très loin quand tu vois ce qui se fait ailleurs, tu vois. Quand tu vois, déjà à cette époque-là, même si ça faisait pas si longtemps que ça, j'avais fini ma thèse, j'ai déjà commencé à en évaluer certaines. Et c'est à cette époque-là que j'ai évalué la thèse de Jeremy Shepard, qui lui était à l'AIS, donc en Australie à ce moment-là. Il m'envoie sa thèse à évaluer. Il a 9 publications en parallèle en France et des publications dans des revues indexées, justement. En France, à la même période, la plupart des gens, ils passaient une thèse, ils étaient contents s'ils avaient un Sciences et Sport ou un petit journal passé, 2 abstracts à l'ECSS, ils étaient contents. Enfin, tu vois, il y a même pas une marche, t'as un immeuble entre le niveau du sport science en France et ce qui se faisait à l'étranger. Donc, il fallait que je parte, si tu veux. Enfin, j'avais jamais envie puisque c'était ce que j'avais envie de faire, quoi. Et donc, j'ai eu en parallèle une offre pour aller à l'AIS. Et pour moi, c'était le job parfait parce que ça voulait dire aller bosser avec David Martin, qui est un de mes idoles. T'avais David Pine, t'avais Chris Gore. Enfin, c'était les stars, tu vois. Et puis en même temps, il y a ce trip à Doha où je vois Aspire et tout ça, quoi. Et c'est ma femme qui m'a dit, bah écoute, le problème c'est que si on va en Australie maintenant, tu vas vouloir y rester toujours. Et ça nous plaisait tellement en Australie qu'on s'est dit, faut pas y aller maintenant. Ouais. Et elle a eu raison parce que du coup, Aspire ça a été top, tu vois. Et donc excuse-moi, je t'ai encore fait une parenthèse, mais Aspire ça a été génial. Et j'ai failli retourner après. Avant d'aller à Paris, j'avais une autre offre que j'avais aussi accepté pour retourner en Australie pour bosser dans un club. Ouais. Ça s'est pas fait parce que bon, il y a eu le PSG entre temps, mais tu vois, donc l'Australie, c'est sûr qu'un jour j'y finirai aussi, je pense, tu vois, parce que c'est tellement au-delà du style de vie, l'approche des mecs, la mentalité que j'adore. Ils ont tout compris. Tu vois, les systèmes que le sport science, que ce soit dans les clubs, dans les facs, il y a des liens, c'est des choses utiles, c'est des choses qui sont centrées sur la performance. Ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils vont apporter, ils réfléchissent pas au nombre de papiers, ils réfléchissent pas aux impact factors. Et c'est là, on est encore là en France, tu vois, quoi. Et donc, enfin voilà, là, je pourrais digresser sur le sport science en France aussi, tu vois. Enfin, on est à côté de la plaque, tu vois. Donc voilà, parce que je me suis retrouvé à Spétard et que j'ai rencontré à Aspire et que j'ai rencontré, j'avais des amis français à Spétard et à Aspire. Ben François t'en a parlé pour ceux qui ont entendu le podcast aussi, mais ça a été juste extraordinaire de travailler avec des gens du monde entier, d'avoir du matériel de top de pointe. On a fait des manips. J'ai même honte de dire combien ça nous a coûté, mais on a fait venir des équipes d'Australie pour dormir en altitude, adaptation au chaud.
On a été en Bolivie pendant 3 semaines pour voir les adaptations à l'altitude aussi. Tout ça financé par le Qatar, tu vois. Donc, ça a été extraordinaire sur l'aspect personnel et l'aspect pro, quoi. Et justement, c'est quand François m'a envoyé le lien vers ton podcast que je connaissais pas à cette époque-là, parce que évidemment on est en contact avec François et François me dit tiens écoute ça va te rappeler des souvenirs et j'avais la banane en écoutant le podcast de François parce que tout ce qu'il racontait je m'y revoyais avec lui, tu vois. Et je pense que pour nous tous, et on est très nombreux à y être passés, ça a été extraordinaire. Mais je pense que avec François et d'autres, on y a été dans la période la plus excitante parce qu'il y avait encore tout se développait, on avait des moyens extraordinaires, c'était pas encore trop organisé, politisé, policé en termes de règles et tout ça, donc on avait assez la carte blanche, tu vois quoi. Après, comme partout, il y a eu des procédures, tu pouvais plus acheter du matériel comme tu voulais, il fallait faire un bon de commande, tu vois, je veux dire, ça c'est devenu un peu plus normal aussi, tu vois. Mais sur la période 2009-2014 où j'y étais, ça a été incroyable. C'est l'épisode 16 justement avec François Fourchet où il explique notamment je crois que c'était avec Grégoire Millet et avec lequel il trouve du matériel qui était un peu laissé là de côté à l'abandon et c'est à partir de là qu'il fait son étude et qu'il fait sa thèse là-dessus sur le gainage du pied. Ouais. Et toi alors tu bossais avec eux là-dessus, t'avais un autre on va dire thème de recherche, comment ça se passait pour toi? Non, mais si tu veux, c'est le rôle c'est les rôles typiques du sport scientiste qui a, on va dire son emploi du temps qui est divisé entre en français tu supportes, tu soutiens, t'es derrière une équipe et tu les aides au quotidien sur la gestion, donc les trucs classiques de gestion de la charge de travail, la récupération. Dans ce cas-là, pas la nutrition parce qu'il y avait des nutritionnistes à temps plein aussi, mais t'es là pour assister les sportifs. Et en parallèle de ça, c'est un peu bonus. On nous encourageait pas tant à le faire que ça, mais que ce soit avec Alberto Mendes Villanueva, avec qui j'ai passé des années extraordinaires aussi, c'était notre envie en parallèle de développer cette recherche aussi. Mais si tu veux, c'était pas dans ma job description au départ la recherche. On se l'est créé nous-mêmes parce qu'on avait envie de le faire, tu vois. Et que peut-être que de bosser avec des moins de 13 et d'être armé comme dans un club de première division en Angleterre, de se retrouver avec une équipe de moins de 13, on avait envie de faire autre chose à côté aussi, tu vois. Mais c'était la balance. Et puis exactement comme François le décrit, t'as une chambre hypoxique dans l'académie. Tu te dis, et là, ce que je bossais aussi en parallèle avec les sportifs d'endurance, coach Carlos Calvalero, qui a une expérience de fou. Ça a été le coach qui a coaché le premier non-black recordman du monde du marathon, d'Acosta dans les années, je sais pas, 2003 peut-être, je suis pas sûr. Carlos, donc le coach exceptionnel. Donc tu te rends compte un coach qui est ouvert entre guillemets à la recherche, mais pas la recherche pour faire un papier. Lui veut savoir quelles sont les intensités, de combien de pourcentage de vitesse tu dois descendre quand tu fais un intervalle, quand tu es à 2000 mètres ou à 3000 mètres simulés. Donc, on fait la manip parce que c'est une question qu'a Carlos pour améliorer les entraînements, mais derrière, tu fais une belle publi. Mais je dis une belle publi, elle est belle parce que il y a pas beaucoup de monde qui est capable de faire ça parce que tout le monde n'a pas accès à ni ce matos et des mecs qui ont des VMA 22. Mais surtout, elle est belle parce que elle apporte quelque chose. Et c'est pas je te dis, et ça, j'ai tellement vu et je reviens là-dessus, c'est que le nombre de fois que j'ai des collègues que j'ai entendu dire, oh, tiens, on a collecté des données, on a de quoi faire un papier, sans se poser la question de la réponse à laquelle on va répondre, tu vois quoi. Et donc à Asper, c'était ça quoi, c'était que on a monté certaines manips pour répondre à une question. Bon ça c'est déjà, on va dire, c'est déjà mieux, au moins on a une question, mais on a aussi fait beaucoup on a sorti des résultats sans forcément monter des manips, en utilisant les données qu'on collectait au quotidien. Et ça, c'est clairement ce que j'ai vraiment appris de ma pratique et de ce que je t'avais fait un peu de consulting en Australie aussi. Et là, c'est Aaron Coutts, par exemple, qui est pour moi la référence absolue par rapport à ça aussi. C'est-à-dire que ils vont jamais te monter de manip, mais simplement à collecter des données dans la vie réelle d'un club de haut niveau en foot australien, ils vont être capables rétrospectivement de te donner une idée de la dynamique de charge optimale, de mettre des liens avec de la performance, avec des blessures. Et du coup, les résultats que t'en tires sont ultra relevant. Excuse-moi mon anglais là. Ils sont hyper pertinents, tu vois. Ils sont hyper pertinents parce que derrière, ça vient de la réalité. T'as
t'as pas monté une manip. Toi, je veux dire, tu collectes les données d'où elles viennent vraiment. Et c'est ça qui est fantastique. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec Hitman Labs aussi, c'est que t'es dans la réalité à tous les niveaux, sur les questions auxquelles tu réponds et la provenance des données. Donc, tu es tellement loin d'une recherche universitaire où tu as un master qui doit dire, il faut qu'il monte une manip pour valider un master. Puis il dit, tiens, je vais regarder la différence entre courir tout droit et courir avec un changement de direction, puis il va regarder l'effet sur, genre ça. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est tellement décontextualisé comment, en France, on approche la recherche que ça craint, quoi. Mais là, tu avais tout sur place, tu avais le terrain et la recherche, du coup, tu croisais les deux tout le temps, et du coup, tes questions, elles venaient directement du terrain, et après, ta recherche, elle appuyait, enfin, elle était remise en pratique direct dans le terrain, en fait. Au final, c'est ça. Tu partais du terrain, tu faisais ta recherche, et tu remettais en pratique pour répondre à la question. Exactement. Mais ouais, c'est le top, ça. C'est ça. Tu boucles la boucle, et c'est là que c'est la plus intéressant, c'est que le fait de réinjecter tes trouvailles, tes résultats sur le terrain, tu vas avoir les coachs qui, eux, ont le bullshit detector à 3000, c'est-à-dire que dès que tu arrives avec est-ce que tu veux apporter, ça fonctionne pas, Ouais. et ben ils vont te le ressortir direct. Et du coup, ils te filtrent tout de suite. C'est le reviewer post-publication, tu vois, et direct, ils vont te dire, OK, bah, c'est bien, vous avez passé 2 mois sur vos data, mais regarde, ça marche pas. Et ça, c'est fantastique parce que ça t'apprend à être humble aussi. Tu vois, tu peux pas fanfaronner avec une publicité parce que si derrière, parce que les mecs, ils t'ont vu collecter des données, donc faut que tu sois derrière, être capable de montrer ce que t'en as ressorti, tu vois. Donc, tu refermes la boucle, mais tu réaméliores la boucle. Et puis éventuellement, tu refais une manip derrière ou tu vas rechercher des données. Donc, tu es dans un constant process d'amélioration. Et c'est la seule manière de s'améliorer. Mais après, tu vois, il faut trouver des contextes qui sont, on va dire, propices si tu veux, le scénario idéal que je viens de te décrire. Tu vois, c'est-à-dire que tu bosses avec des coachs, des staffs avec qui tu bosses, qui sont sur la même longueur d'onde, qui acceptent cette démarche et qui comprennent que parfois tu vas peut-être bouffer un quart d'heure d'un échauffement parce que tu vas prendre une mesure, ou que peut-être que parfois tu vas changer un peu, tu vois. Et donc ça, c'est évidemment facile à faire dans une académie ou dans un centre de formation ou dans des organismes tels l'INSEP, l'Institut de Sport en Australie, en Angleterre, tu vois, où la recherche, elle est réellement, elle fait partie plus ou moins des meubles. Mais quand tu arrives dans des clubs qui sont beaucoup plus performance, tout ce qui va éventuellement même gratter 1% à droite à gauche de ce que les gens ont l'impression être le plus important, bah, du coup, ça devient compliqué. Et du coup, tu commences à avoir du mal à faire une recherche qui est vraiment à l'intérieur. Tu commences à faire de la recherche qui est en parallèle. Et du coup, tu perds tout de suite ce dont on parlait d'abord, avec les allers-retours entre les questions, les réponses et la qualité de réajuster indirectement. Donc, c'est ce qu'on avait fait, ce qu'on avait monté avec Mathieu Lacombe à Paris. Et on a essayé d'appliquer ce modèle depuis l'intérieur, ce qui a fonctionné parfois, mais ça pouvait pas être l'unique modèle, justement parce qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes autour, tu vois. Donc c'est là que on a mené des recherches parallèles où on a délégué de la recherche. C'est-à-dire que on a vu si un club voisin pouvait faire une manip pour nous. Au lieu de la faire chez nous, on l'a fait à côté, on a délocalisé. On a fait des partenariats avec des universités, par exemple. L'université de Vinou en Australie, évidemment, pour qu'ils testent des choses pour nous. Tu vois. Bon, après on a eu une collaboration avec l'INSEP, donc ça c'était top d'avoir des experts proches de nous aussi. Mais donc si tu veux, je pense que l'idéal c'est de pouvoir tout faire sur place, soit interroger toi-même tes données ou mettre en place des petites manips dans ton contexte. Ça c'est évidemment le top du top. Mais en fonction des contextes, tu ne peux pas forcément le faire. Et du coup, il faut que tu arrives à trouver des moyens un petit peu dérivés d'arriver à tes fins. Mais tu y arrives toujours à partir du moment où tu gardes ce cap. Tu sais où tu veux aller, tu connais les questions. Et après, à la fois avec le réseau, la connaissance de qui est expert en quoi, tu es capable d'aller faire remonter cette information. Mais voilà, ce que je voulais dire, bémol par rapport à ça, c'est que Aspire, c'était peut-être ça avait l'air d'être la panacée à un moment donné, mais
ça l'est peut-être plus maintenant non plus. Tu vois, ça dépend vraiment du contexte des personnes. T'as besoin d'avoir une personne tout en haut qui est en charge du département, qui ait cette vision aussi. Donc, c'est aussi en partie pourquoi je suis parti, tu vois. C'est que bon, déjà j'avais ces opportunités pour partir, mais on était à la fin d'un certain cycle qui avait été un peu cette période dorée dont François t'a parlé aussi. Super. Et du coup après tu pars au PSG, c'est ça? Ouais, bah c'est là que j'avais déjà signé pour partir en Australie, puis j'ai eu ce coup de fil. Bah donc une opportunité comme ça, surtout de travailler avec des gens avec qui j'avais déjà travaillé avant, bah c'était sûr que je pouvais pas refuser ça. Et puis surtout, c'est ce qui commençait à me manquer aussi, c'était après avoir passé toutes ces années à développer, à réfléchir, j'avais vraiment une vision entre ce qu'on avait pu faire ensemble à Spire, ce que j'avais vu en Australie quand je faisais mes allers-retours. Il y a eu Carlton sur Melbourne. Après, j'ai bossé avec Adélaïde. Et c'était extraordinaire tout ce qu'ils faisaient là-bas. Donc, j'avais vraiment, on va dire, avec de la modestie, évidemment, s'il te plaît, j'avais quand même une certaine idée des choses que j'avais envie de maintenant appliquer dans du plus haut niveau. Donc, l'opportunité de travailler maintenant dans un club tel que le PSG, bah évidemment extraordinaire l'opportunité, tu vois quoi. Et puis là du coup ça te remet de nouveau dans une autre dynamique de dire ok, l'idéal il est là, maintenant en pratique qu'est-ce que tu peux vraiment faire dans ce contexte, c'est un peu ce que je te disais quoi. Et donc ça a été hyper enrichissant à tous les niveaux. De la frustration aussi parce que tu peux pas forcément faire les choses comme tu veux parce que il y a des choses plus importantes aussi. Et c'est ce qui m'a amené après maintenant à faire autre chose aussi pour pouvoir à nouveau avoir plus de contrôle, avoir plus d'autonomie dans ce que je fais. Et ce qu'on fait aujourd'hui avec Kitman Lab, si tu veux, c'est le modèle que je te décrivais, que j'ai appris d'Aaron Coutts en 2010. Alors c'est pas moi j'ai de très loin rien inventé à Kitman, mais c'est ce qu'ils avaient commencé à faire déjà, et c'est ce que maintenant je fais avec eux, et c'est ma partie dont je suis essentiellement, on va dire, responsable, c'est un grand mot parce qu'on est très nombreux, mais c'est ma partie, c'est de faire tourner des analyses à partir des données que les clubs qui utilisent cette plateforme de centralisation, les analyses dont ces clubs ont besoin. D'accord. Donc, il y a quasiment 500 équipes qui, de près ou de loin, utilisent le système, mais tu en as une centaine qui ont souscrit, entre guillemets, à ce concept d'analyse de données. Et donc, on voit avec eux, avec ces équipes directement, quels sont leurs besoins, quelles sont les questions les plus intéressantes, les plus importantes pour elles. Et derrière, on interroge les données qui sont disponibles grâce à cette plateforme. Donc la plateforme, si tu veux, en anglais on dit un Athlete Management System, donc c'est une plateforme de centralisation où où tous les staffs du club rentrent leurs données. Que tu sois doc, tu vas rentrer évidemment toutes les caractéristiques des blessures. T'es kiné, t'as soigné un joueur, tu le mets dedans. Prépa physique, il met ses séances. Sport scientist, il met ses GPS. Un nutritionniste, elle met les plans d'entraînement. Donc tout est dedans. Et ces données vivent et sont alimentées. Donc la partie au quotidien pour les équipes, en fait, ils ont un super outil de communication entre eux, de communication et de coordination. Donc entre eux, ça fonctionne. C'est pour le quotidien. Mais nous, en back office, si tu veux, on a accès à tout. Alors évidemment, on va faire des analyses de manière anonyme et ce que tu veux, on respecte tout ça. Ouais. Mais on a de la matière pour analyser et répondre aux questions qui leur importent. Donc ça peut être de la performance, ça peut être de la blessure, ça peut être, et voilà. Et c'est eux qui vous posent des questions précises en disant ben voilà, là on a plein de blessés, on veut savoir pourquoi, ou c'est vous qui régulièrement vous analysez et vous envoyez des petits résumés sur ce que vous trouvez d'intéressant pour améliorer leur performance? Non, c'est impossible. Quand t'es pas dans le contexte et que tu vis pas avec une équipe, si tu essaies de proposer quelque chose de l'extérieur, t'as 99% de chances de te tromper. Donc non, parce que c'est tellement lié à ce qu'ils vivent, au contexte. Il y a tellement de choses que tu sais pas. En anglais, you never know what you don't know. Eh ben, c'est exactement ça. Donc, il y a des check-in réguliers, tu contactes tous les 15 jours, tous les mois. Vous en êtes où? Comment on peut vous aider? Et là, les questions, elles fusent. Et tu dis, OK, ben, laissez-nous quelques semaines et on revient vers vous. Et aujourd'hui, il y a pas d'équivalent, je pense, honnêtement, et c'est pour ça que j'ai tenté l'aventure avec cette boîte, c'est que il y a pas d'équivalent
sur ce qu'on fait, cette capacité de mener de la recherche sur de la vraie donnée avec des vraies questions. Et là, si tu veux, on est sur, à mon sens, à 3000% dans les missions, la mission de la recherche en sciences du sport. Et l'avantage que je vois à être dans une société comme Kitman versus être dans un club, c'est que t'as 50, 100 datasets, t'as 50, 100 flux de questions différentes. Donc, ce qu'on est toujours à chercher, genre, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce que t'es sport scientiste, t'as toujours envie d'apporter ta pierre à l'édifice, t'as envie d'avoir un impact, t'as envie d'aider les gens, t'as envie d'améliorer la performance. Si tu bosses dans un club, t'améliores la performance d'un club de 25 personnes, de 25 joueurs. Là, au travers d'une boîte comme ça, potentiellement, t'aides beaucoup, beaucoup plus de monde. Donc, l'impact de ton activité, de la chance, si tu le fais bien, c'est ce que j'espère, il est, voilà. Donc voilà. Et quel sport ça touche? J'avais une autre question aussi. C'est quoi les questions justement que ces sports ou que ces clubs te posent le plus souvent? Tu vois, c'est quelle question qui revient une fois sur deux, quoi? C'est beaucoup autour de la blessure, c'est sûr, parce que sans surprise, c'est ce qu'il y a de plus complexe. C'est malgré les millions de publications, malgré les millions d'heures d'expérience de tous les experts, c'est ce qui est le plus compliqué à gérer. L'évaluation du risque, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc c'est là qu'on y passe nous aussi la plus grosse partie de notre temps, évidemment. Et est-ce que en fonction des sports, t'as des, c'est super dur à dire, mais t'as des on va dire des grandes cases qui reviennent souvent en fonction de tel ou tel sport. Tu sais que le risque de blessure, il dépend, pour un sport en particulier, ce sera plus la charge d'entraînement. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des grandes thématiques qui reviennent en fonction des sports ou en fonction des championnats dans lesquels ces sports sont joués, ou non, c'est vraiment très différent en fonction du club? Ouais, parce que je dirais que t'as la variabilité que tu peux avoir entre deux sports, tu peux presque avoir le même degré de variabilité entre deux approches de l'entraînement, entre deux coachs. Tu vois. Donc non, je pense qu'il faut toujours être très attention à généraliser. Et justement, ce qu'on fait, on fait du sur-mesure, c'est-à-dire que les analyses, on les fait tourner sur les datas du club, quoi. Tu vois. Et plus le club a un partenariat qui s'allonge, plus on est pertinent, parce que les modèles d'intelligence artificielle qu'on fait tourner, on les fait tourner sur 2 ans, 3 ans, 4 ans de données. Donc ça s'affine au fur et à mesure, tu vois. Et ça, c'est beaucoup plus pertinent de chercher à individualiser les choses que d'agréger. Alors parfois, pour certaines choses, c'est bien d'agréger aussi. On travaille là-dessus aussi, mais c'est le sur-mesure qui est intéressant, parce que le sur-mesure va te permettre d'apprendre de tes pratiques. Ce qui est hyper riche aussi, c'est quand tu as un changement de coach, mais que les coachs sont restés suffisamment longtemps pour que tu aies genre au minimum 2 ans avec un coach, puis encore 1 ou 2 années avec un autre, qui ont eu des approches d'entraînement différentes. Donc là, justement, on regarde, alors ça peut être basé sur des dynamiques de charge, mais on sait bien que la dynamique de charge toute seule, c'est beaucoup trop réduit pour expliquer des blessures, mais ça peut en faire partie. L'intérêt, c'est que comme le niveau des analyses, le niveau analytique, il est quand même très poussé, parce que dans la boîte, t'as 8 gars qui sont, c'est des tronches, quoi, et c'est leur job de faire vraiment de l'analyse de data et des statistiques vraiment au vol. Donc tout est multivariate, c'est-à-dire que tu peux voir, tu vois, sur tous les débats que tu as eu récemment sur le acute chronique ratio, toutes ces histoires-là que vous avez tous suivies. Et évidemment, une variable pourra jamais tout expliquer, mais maintenant, quand tu utilises certaines dynamiques de charge, mais que tu rajoutes l'historique des blessures des joueurs, que tu rajoutes leurs tests de début de saison, que tu rajoutes leur perception, que tu rajoutes les déplacements et tout, là, les modèles, ils commencent à avoir tu mets beaucoup plus de choses à l'intérieur pour que les modèles ils puissent expliquer quelque chose, tu vois. Donc, il vaut mieux le faire ça très très bien avec les données d'un club que d'aller chercher des similarités que tu pourras jamais trouver avec d'autres clubs. Parce que chaque club a son histoire ou a son type de données. Les clubs, t'as pas deux clubs qui collectent les mêmes données aussi. C'est ouf, ça. Et même au même niveau et dans le même championnat, tu vois. Ouais. Bien sûr. Parce que tu peux avoir en fonction de l'historique, enfin, ouais, l'histoire des gens, leur expérience, dans certains clubs, ils sont très très bons pour mesurer la charge de travail.
mais ils mesurent pas les réponses à la charge, par exemple. Puis t'as un autre club, c'est l'inverse. Ils sont pas trop, ils te mettent pas forcément de capteurs, de GPS sur l'entraînement. Par contre, ils sont très très bons pour voir comment les joueurs réagissent. Donc dans les deux cas, t'as juste ta charge d'entraînement, mais sur une entrée différente. Mais du coup, tu peux pas comparer, tu fais pas les mêmes analyses parce que t'as pas les mêmes outils. Tu vois? Un test de pré-saison. Alors, tu vas dire, ouais, mais il faut faire ce test de force, moi, il faut faire ce test. Moi, je pense c'est la mobilité plus importante. Non, moi, c'est autre chose. Enfin, j'en sais rien, toi. Moi, je préfère faire un test maximal. Moi, je fais un yo-yo. Moi, je fais un 30-15. Donc, chaque club a t'as ton propre matériel à la base, au départ, tu vois. Et est-ce que de temps en temps, vous intervenez justement pour, un peu sur notre versant, mais pour conseiller certains tests, et en disant, ben voilà, vous nous donnez telle donnée, ce serait bien de compléter avec telle donnée pour qu'on ait une idée encore plus fine et précise, quoi. Ouais, exactement. C'est une bonne partie de mon job aussi. C'est d'évaluer ce qui est fait. Et en gros, bah, tu dis voilà, sur un modèle parfait sur l'aspect purement qu'on appelle de performance practices. Voilà, si c'était le truc, si tu voulais un 20 sur 20, tu ferais tout ça. Bah, par rapport au benchmark, aux références qu'on a sur d'autres clubs dans le même sport, dans la même ligue, eh ben vous êtes plutôt bon sur ce qui est mesure de charge et puis quantification sur le travail en salle. Par contre, il vous manque un peu de données sur le profil des joueurs, il vous manque ça et ça. Donc voilà, moi je vous proposerai éventuellement ce genre de test, je vous proposerai ce genre de choses, qu'est-ce qu'on peut faire dans votre contexte, oui, non. Et bien sûr, ça fait partie du package, parce que ça va améliorer, on espère, les aider sur leur pratique au quotidien, mais ça va nous permettre d'être plus costauds pour les analyses qu'on va pouvoir faire pour eux d'ici un an ou deux. Et est-ce que du coup, ça va pas aller à l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où ça va pas uniformiser un peu toutes les données collectées? Est-ce que tout le monde va pas au final collecter, enfin je dis ça peut-être dans 5 ou dans 10 ans, est-ce que tout le monde va pas collecter exactement les mêmes données, peut-être avec des comment on dit, des compagnies différentes, mais est-ce que vous allez pas traiter au final toujours la charge du GPS, de la fréquence cardiaque et de la force, de la mobilité à chaque fois sur tous les clubs et peut-être tous les jours, etc. Bah, si on y arrive, ce sera top. Si on y arrive, ce sera parfait. Pour que tu puisses vraiment avoir une vue plus multifactorielle, mais on n'en est pas encore là. Mais tant mieux, si on y arrive, je pense que ça sera bien pour tout le monde, hein. Mais tu pourras jamais enlever la subjectivité et les préférences des gens qui sont dans les clubs. Le prépa physique, il a 55 ans, il a travaillé toute sa vie avec un test. C'est pas le mec de Kitman qui va le faire changer son test. Ouais. Tu vois, même si on a sorti 3 publis pour montrer que le test il servait à rien, mais il a fait ça toute sa vie, il va regarder son test. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse avec, tranquille, quoi. C'est énorme. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du 30-15 IFT? Donc pareil, en parlant de test, c'est quelque chose que tu as développé. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et à quoi ça peut nous servir en pratique? Ouais, bien sûr. Bah, merci de ramener le sujet aussi sur la table là. Alors, vu que je suis parti dans tous les sens et je t'ai parlé de mon master à Lyon et tout ça, c'est un peu avant ça. Donc ça date de la fin des années 90 où je suis prépa physique de mon équipe de N2. Et bah là, comme tout le monde, on fait un bon vieux léger bouché ou un va-méval sur la piste, que derrière le stade, derrière la salle de hand, il y a une piste d'athlée. Et je pense que le hand avec le rugby, c'est les sports où tu as le plus de diversité dans les profils physiques, physiologiques, anthropométriques des joueurs. Tu vois, t'as le petit ailier dynamique, t'as l'arrière gauche qui est très grand, un peu explosif, t'as le pivot qui est un peu gras, enfin tu vois, donc et quand tu fais courir des gars comme ça sur un va-méval ou un léger bouché, enfin sur un test, donc sur une piste continue, bah tu rends service à personne en fait, parce que derrière l'idée c'est que la VMA que t'évalues, bah t'aimerais en faire, tu veux l'utiliser pour faire un 15-15 derrière ou un truc comme ça, quoi. Et puis tu t'aperçois que ça marche pas parce que t'as beau mettre tout le monde au même pourcentage de VMA, et ben le petit ailier qui est dynamique, explosif, il va se balader sur le 15-15 alors qu'il est à 115% de sa VMA, alors que le gros pivot qui est aussi à 115, bah lui il explose. Alors tu te dis bah pourtant j'ai fait comme dans les bouquins, j'ai fait comme on m'a appris en première année de STAPS, tu vois, donc et voilà. Et donc après discussion avec à cette époque-là, c'est là que j'ai connu pendant ce diplôme aussi, j'ai connu Philippe Lambert
c'est donc qui m'a emmené avec lui après travailler avec la fédération sur la cellule de recherche à la fédération de foot. On était avec JB Morin aussi, et c'est lui qui m'a appelé pour m'emmener à Paris après. Donc, tu vois, Philippe, dès ce moment-là, on discutait déjà beaucoup sur l'évaluation. Et toi, en France, on a toujours été très, très, très ciblé aérobie. C'est incroyable. C'est-à-dire que je discute avec Philippe Lambert, donc un mec immense dans le foot, parlait intermittent. C'est avec Alain Quintalé qui était d'Orléans. À cette époque-là, Alain Quintalé, c'était donc, il était à Dijon. À droite, il y avait la fac de Dijon avec Comity sur l'aspect muscu, et l'autre côté, il y avait Georges Gacon, qui était aussi à fond dans ses 30-30, qui bossait dans l'athlé, tout ça, quoi. Et ben, à cette époque-là, Alain, alors qu'il bossait déjà dans le hand, et ben, au lieu de s'orienter vers la muscu et la plio, je sais pas pourquoi, il s'était orienté vers Gacon et le 30-30. Donc, Alain Quintalé, je t'en parlais tout à l'heure, c'était vraiment un deuxième papa. Donc, on était tous baignés dans, et puis moi, c'est là que je commençais à lire Véronique Bia, ces 2 revues sur l'intermittent, c'est 2001. Je les ai lus 200 fois ces revues, toi. Donc c'était intermittent. Donc en fait, c'est pas si compliqué. Tu dis, écoute, faut faire un test intermittent. Et à cette époque-là, le yo-yo qui maintenant a été évidemment utilisé, le yo-yo était pas encore sorti. Donc après, forcément, on m'a dit que j'ai fait quelque chose un peu similaire au yo-yo, tout ça. Mais quand on a commencé à réfléchir à ça, le yo-yo on connaissait pas. Donc c'était vraiment l'idée de se dire, on garde le principe d'un test, tous les tests de VMA classiques qui sont progressifs et incrémentés. On va garder les changements de direction parce qu'on la plupart du temps on va le faire en salle ou même tu as besoin d'évaluer aussi indirectement des changements de direction, donc gardons-le une navette. Par contre 20 mètres comme le test classique de 20 mètres c'est trop petit parce que tu n'arrives pas à des vitesses très élevées. Et puis on va y mettre de la récupération et puis bref. Et donc pendant presque une année on a fait des tests avec Alain, avec des collègues dans ta gauche. Et puis, c'est l'été 2000 que je dis, allez, vas-y, 30-15, c'est ce qui fonctionne le mieux. Moi, j'ai essayé, je sais pas combien de protocoles moi-même. Parce que l'idée, c'était d'arriver à une vitesse qui était super à VMA, puisque les intermittents, tu les fais au-dessus de VMA. Là, j'avais commencé à lire les trucs de bundle éveillant sur Anaerobic Speed Reserve, des trucs qui étaient pas encore, tout n'était pas encore publié. J'avais vu ça sur une conférence. Donc, c'était l'histoire de la réserve anaérobie, là. De savoir que tu devais arriver dans cette zone-là, donc faire un test qui est supra-maximal et tout. Et voilà. Et donc, j'ai commencé évidemment à l'utiliser avec Célestat, avec les joueurs que j'entraînais, c'était de la D1. Et puis, tous les clubs autour. Donc, ça a commencé en Alsace, puis après le hand. Après, comme j'ai bossé avec les équipes de France jeunes aussi, et ben, tu sais, tu as les équipes de France jeunes filles. Donc, toutes les filles, tu les testes. Du coup, quand les filles rentrent dans leur pôle, je dis, tiens, vous avez fait un nouveau test, c'est quoi? 30-15. Et puis voilà. Et puis, c'est un peu organiquement que ça grandit petit à petit, tu vois. Et puis, ça a mis un peu plus de temps à passer dans d'autres sports. Mais à l'époque, tu avais Franck Kuhn qui était dans ma même promo d'après sur Stabs de Strasbourg. Franck, qui s'est retrouvé à bosser très vite à la SIG basket. Donc, je sais qu'il a commencé à le faire. Je sais qu'il y avait Fred Aubert que j'avais vu sur des diplômes, ça lui a plu, il a commencé à le faire en basket aussi. Puis après au travers d'autres connaissances dans le foot, puis après ça s'est propagé quoi. Et la fin de l'histoire, ça a pris du temps, mais parce qu'après j'étais busy ou pas, mais il a fini par arriver en Australie ce test aussi. Et distribué, si tu veux, j'avais ça, c'était dans 2001, 2002. J'ai fait la bande son avec mon vieil accent. D'abord, je l'ai fait en français, puis j'ai vite fait avec mon vieil accent français, mais je l'ai fait en anglais. Et à cette époque-là, donc oublie, si j'avais quand même un téléphone, mais c'était, tu sais, le Nokia tout carré là. Donc pour enregistrer, j'avais acheté mon premier dictaphone numérique et je suis allé me mettre dans mes toilettes, dans mon appart, parce que c'était l'endroit le plus au calme. Et donc j'ai enregistré Speed 10.5, be careful, avec mon accent de merde. Et quand j'étais, donc 2010, quand j'étais à Carlton, les gars ils m'avaient annoncé comme ça, c'était le Frenchie. Et donc tous les joueurs ils ont commencé à m'appeler Be Careful et avec mon accent et en fait c'est génial parce que c'est ce qui m'a introduit là-bas et c'est mieux quand t'introduis sur un truc comme ça que de te présenter comme je sais pas qui quand même expert ou machin, donc c'est excellent. Et puis là le fait que ce soit utilisé en Australie, t'as pas mal de masters internationaux et après c'est que
comment tu divulgues un test, c'est essentiellement par les étudiants aussi. Donc toutes les promos de master, que ce soit maintenant partout, si tu veux, en Angleterre, en Espagne, en Australie, en Allemagne, on apprend aux futurs prépa physiques les différents tests d'évaluation aérobie, et puis on leur parle du yo-yo, on leur parle du 30-15 et tout ça, et donc c'est comme ça que maintenant ça c'est un peu, l'utilisation elle devient exponentielle. Et puis voilà. Et puis donc ça fait maintenant 3 ans, j'ai fait une app. Je sais pas pourquoi j'ai attendu tellement longtemps, mais bon, si aussi, c'est qu'il fallait que je me décide à investir moi-même, parce que vu que le test je le vends pas, les 2500 balles de l'appli, c'était de ma poche. Donc à un moment donné, il fallait que je sois prêt à vouloir donner, mais donner autant, tu vois. Mais voilà, donc c'est cool, parce que aujourd'hui, je pense que c'est par rapport à tout ce que j'ai essayé de faire pour la communauté, entre les publis, les conférences et tout, je pense que j'ai l'impression que c'est pas loin d'être ce qui a eu l'impact. C'est toujours un peu fort, mais je pense que ça a dû résoudre des problèmes et aider des gens, et si c'est le cas, c'est magnifique. Top. Et justement, en parlant d'impact, tu as aussi ton livre et le site Eat Science, où voilà, vous êtes deux. Est-ce que tu peux nous en parler, et quel était le but quand vous avez lancé ça? Ouais, alors l'histoire, en fait, c'est 2011. On reçoit une invitation pour écrire une revue littérature par SportsMed. Et moi, j'étais chaud bouillant, parce que j'avais déjà passé tellement de temps à mettre toutes ces idées ensemble de 30-15, de les intermittents et tout ça. Mais c'était un format, c'était des confs que je donnais, c'était quelque chose un peu artisanal, quoi. Et te dire, on va faire une revue. Donc, on nous demande de faire une revue. Le problème, c'est que quand j'écris tout ça, je passe plusieurs mois pendant mes week-ends, là, quand c'était à l'époque où je bossais à Spire, et je termine avec, je te dis pas un truc, il y avait de quoi faire quatre revues littérature. Il y avait plus de 600 références. C'était 3 livres. Donc, on a dû le tailler, mais au final, tant mieux, parce que t'en viens à l'essentiel. Et on a fait ces 2 revues SportsMed qui ont été bien reçues, parce que c'était un peu justement, il y avait eu Bia en 2001. Paul, il avait fait un truc, Paul Lorsen, en 2003, mais plus sur un intervalle long. Et puis là, en gros, on mettait un peu tout le monde ensemble, avec un aspect plus pratique, quoi. Et puis après, quelques années après, on nous a demandé si on voulait pas faire un livre. Et là, moi, j'avais tellement donné sur les deux revues que j'ai dit, je peux plus, mais si on peut reprendre la même chose et le faire. Donc là, c'est Paul qui a vraiment pris le lead sur le livre. Et si tu veux, il a repris le contenu de la revue, qui était, on va dire, plus mon contenu. Donc ça qui est extraordinaire de travailler ensemble, c'est que, en gros, les revues, c'est mon contenu, et ça a été mon travail essentiellement. Mais le livre, sans Paul, le livre n'existe pas, tu vois. On a, entre guillemets, on s'est rendu l'appareil indirectement en travaillant ensemble. Et puis après, on s'est vite rendu compte que le livre, alors déjà, il nous a coûté plus qu'il nous a rapporté, parce que c'est des voleurs des éditeurs, mais ça, c'est rien de neuf. Mais surtout que, dans l'idée, il n'y a pas l'aspect financier. Bon, on espérait au moins pas que ça nous coûte de l'argent, mais il y a l'aspect divulgation, et qu'un livre, c'est quand même, c'est lourd à lire, c'est compliqué, il y a des termes et tout ça. Donc on s'est dit, et puis c'était avant qu'on soit submergé de formations online avec le Covid. Donc si tu veux, on pensait être c'était un peu innovateur encore. Et donc on a décidé de faire cette plateforme de destination, cours en ligne. Mais ce qu'on a toujours voulu, c'est d'être appliqué, c'est-à-dire que on a mis l'équivalent. Enfin, dans le livre, déjà, c'était pareil, mais il y a une énorme partie, c'est les gens du terrain qui ont fait des chapitres. Donc, tu vois, je parle des Français, tu as Julien Robineau, rugby à 7, qui fait un travail excellent. On va aller voir Julien, on a dit, vas-y, il faut que tu nous expliques ce que tu fais toi sur le hit, qu'est-ce que tu fais toi, et on a eu vraiment du très beau monde qui nous a aidé là-dedans. Donc voilà, donc après, ça évolue gentiment, c'est-à-dire que on gagne pas tant d'argent que ça, mais ça nous permet au moins de financer la traduction en espagnol, la traduction en chinois, à la fois du livre et du cours, pour continuer à disséminer nos idées, si tu veux. Donc ça c'est quand même bien. Quand même bien. On embauche à temps partiel 7 personnes pour faire tourner toute la plateforme. Ouais. Ah ouais, c'est énorme.
Voilà. Mais tu sais, c'est les tweets, c'est les Instagram, c'est Ah les ouais. traductions, c'est les blogs et tout ça. À temps partiel, tranquillement. Donc en fait, Paul et moi, on gagne zéro, mais au moins, on développe un peu tout ça. Donc voilà, sur l'aspect impact, si ça en a, tant mieux, tu vois. Et en parlant d'impact et de dissémination, du coup, tu disais, je crois que c'est il y a 3 ans que vous avez lancé avec deux autres Français, donc avec Mathieu Lacombe et Yann Lemeur, si je me trompe, Sport Performance et Mhm. Science Report, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'était quoi le but, comment vous est venue l'idée à tous les trois, et quel était le but, et est-ce que vous êtes satisfait, et est-ce que ça rend comme vous vouliez au début? Ouais. Alors ça aussi, c'était un gros projet. Pour te la faire courte, c'est venu, je dirais, je veux surtout pas me tirer la couverture à moi, mais je pense que je, moi, ça faisait très longtemps que ça montait doucement. Les frustrations que j'avais, parce qu'évidemment, j'en ai soumis tellement des papiers que j'ai mangé tellement de merde avec Ouais. le système. Les reviewers qui sont pas honnêtes, qui mettent 6 mois à te répondre, les papiers, enfin, toi, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Tu mets tellement d'énergie, tu mets ta vie, tes nuits pour produire quelque chose et on te respecte pas, en fait, dans l'autre sens, tu vois. Et puis, alors, en fait, tu payes ton article pour le soumettre et puis tu payes pour y accéder. Donc, tu payes toi-même 2 fois pour lire, pour publier et lire ton propre travail. Enfin, donc, bref, pour moi, c'est une blague. L'éditeur Human Kinetics, c'est une blague aussi par rapport à notre bouquin. Donc, tu vois, je suis complètement remonté contre tout ça. Donc, il y avait ça. Donc, c'était vraiment l'idée. Il faut faire quelque chose. Mais évidemment, tu fais pas tout seul, quoi. Et donc, à cette époque-là, je bossais avec Mathieu tous les jours. Mathieu est toujours été chaud à 100% pour tous ces trucs. Yann, il a toujours eu ce côté un peu de vouloir faire les choses un peu à côté, tout ça. Donc, ça a été très très facile de les convaincre. Et comme je dis, je pense que j'ai envie de m'attribuer un tout petit peu l'élan, mais sans les deux, ça serait jamais passé. Et ils étaient complètement dans l'idée aussi, tu vois. Et peut-être que c'est des discussions. Le fait qu'on les ait eu ensemble, on a créé le produit, on l'a accouché nous trois ensemble. Et donc la question, elle est opportune par rapport à la date, c'est qu'on a passé les 10 000 followers sur Twitter il y a J'ai vu 3 jours. passer. Et j'ai tweeté une photo de tu l'as vu passer. Donc voilà, où la soirée, on a dit, allez, vas-y, on le fait. Et l'idée, c'était vraiment de dire, donc il n'y a plus de revue, c'est gratuit évidemment. Comme ça, on fait un peu la nique à ce système. Et après, surtout, ce qu'on espérait un peu plus, c'est que ce soit, enfin, ça l'est plus ou moins, mais ça doit pas être académique, donc que ce soit court. En gros, c'est un résumé un peu amélioré avec quelques figures et des résultats. Pourquoi ça doit être court? Pour que n'importe qui, dans un club qui a pas beaucoup de temps, ou le bagage académique puisse quand même l'écrire. Et puis que tu puisses le lire rapidement aussi, parce que plus personne n'a envie de lire un papier qui fait 8 pages, tu vois. Donc, le format était important aussi. Donc ça, on l'a réussi puisque c'est les exigences de la revue. Par contre, là où ça n'a pas fonctionné, et ça reste une frustration, et c'est pour ça que Yann s'en est un petit peu désintéressé, même s'il joue le jeu, il est toujours avec nous pour nous aider, mais Yann, il a pris plus de recul par rapport à ça, et à la limite, voilà, il a raison, et je respecte ça, c'est que comme on faisait pas une review avant, on avait annoncé que on pensait que ce serait reviewé, mais post-publication. C'est-à-dire que le papier, il est en ligne et il est ouvert aux commentaires. Donc l'idée, c'est que si le papier, il y a des trucs qui sont pas clairs, qui sont pas terribles, les gens, et on peut toujours le faire, et j'encourage les gens qui écoutent là à le faire, c'est que tu peux te connecter et laisser un commentaire. Et nous, après, comme éditeur, on filtre, et on l'a déjà fait 2 fois, mais 2 fois sur 136 papiers, tu vois. On rappelle les auteurs, on dit, regardez, il y a des commentaires, il faudrait que vous fassiez quelques corrections sur votre papier. Et du coup, l'idée, c'est que, comme ça se fait après, déjà tu perds pas de temps sur tout ce qui est avant, et puis par contre c'est ouvert à tout jamais. Donc si demain tu trouves un papier qu'on a publié il y a 3 ans et tu trouves une boulette, eh ben welcome. Et comme ça du coup on continue à améliorer les choses à vide aeternam, tu vois. Donc là ça me paraissait hyper sexy comme concept, mais la vérité c'est que les gens le font pas. C'est que les gens sont feignants et que les gens ont pas envie de s'embêter à ça. Du coup, ils lisent ou Voilà. ils font pas de commentaires et vous avez pas de retour sur les articles ou Non. peu de retour. D'accord. Non. Dommage. Non, on n'en a pas assez. Et puis du coup, ça devient aussi les académiques qui se sont fait rejeter leur papier 3 fois ailleurs se disent merde, j'ai pas pu le faire passer dans des belles revues, bah viens, on va le mettre chez SPSR. Donc c'est pas du tout ce qu'on souhaitait non plus. Par contre, quand t'as des études qui viennent, je sais pas, le mec il a mesuré l'hydratation sur 3 champions olympiques de gym.
Ça, il nous l'envoie parce que ça, de toute façon, tu peux pas le publier ailleurs. Tu vois, donc ça, c'est cool. Mais on n'en a pas forcément assez. Donc voilà, on va dire, le bilan, il est quand même globalement positif. Ça me permet au moins moi-même de passer des trucs régulièrement, parce que moi, c'est sûr que j'en vois plus rien dans les autres revues. Donc ça me fait une plateforme pour moi aussi. Et puis non, je sais il y a des gens il y a quand même des gens qui suivent. Là, voilà, si on a nos 10 000 followers sur Twitter, c'est qu'il y a un intérêt quand même. Mais voilà, donc on n'est pas à 100% satisfait encore. Voilà, pour être honnête. Bon, super. Merci pour ta réponse. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur une journée type, comment tu t'organises, à quel moment tu fais quoi, ou sur une semaine type, avec tout ce que tu fais, comment tu le gères? Bonne question. Je suis en perpétuelle remise en cause de mes process et de mon organisation, parce que je deviens vite un peu psychopathe avec ça. Mais j'essaye clairement d'avoir des temps dédiés à plein de choses, et dans une optimisation permanente de mon temps. C'est-à-dire que si je peux faire 3 choses en même temps, c'est mieux parce que j'ai pas l'impression d'en perdre. Tu vois, mais par exemple, les podcasts, c'est quand je vais courir. Ça fait du tic de boxe en même temps. Là, donc je termine un livre et je veux pas t'en parler de trop, mais qui j'espère sort d'ici un mois et des brouettes. Du coup, je suis pas du tout passé par une maison d'édition, mais que je vais self produire en passant par Amazon, autour de l'ego. Mais le réduire à l'ego, ça serait un peu exagéré, mais autour des challenges qu'on a nous avec l'ambition, et que ça fait 1 heure que je te parle de moi, donc évidemment j'ai de l'ego, tu vois. Donc comment tu te gères toi-même et comment tu gères les autres aussi. Donc c'est génial. par exemple, donc, pour revenir à mes journées, ça, comme c'est quelque chose qui est complètement en dehors de mon job actuel avec Kitman, du travail de consultant dont on n'a pas parlé mais que je fais à côté aussi, des choses, donc ça c'est à côté et que j'ai besoin d'être focus, ben ça c'est le matin. C'est le matin très tôt, parce que je suis dans ma bulle. Donc ça peut être à 5 heures, ça peut être à 5h30, des fois c'est 4 heures, en fonction de quand je me couche la veille, du niveau de fatigue que j'ai, mais c'est ces quelques heures où je suis tout seul dans la maison, c'est tranquille, et là je peux bosser. Donc pour les trucs très importants, très focus, ou quand j'ai des trucs à finir importants, c'est très très tôt le matin, avant tout le reste. Ça c'est fait. Et puis après dans la journée, bah ouais, c'est plutôt les appels, les calls. Je fais énormément de vidéoconférences l'après-midi. Après le repas, les choses où tu as besoin d'être moins concentré, mais tu peux parler et discuter. Et puis voilà, le temps de travail, je me mets des heures, je me bloque des heures dans mon calendrier. Si tu vois mon calendrier Google, tu deviendrais fou. C'est rempli et je m'auto-discipline à bosser sur certaines choses dans certains créneaux. Super. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes mentors ou des gens qui t'ont inspiré? Bien sûr, ouais. Bah, j'en ai déjà nommé pas mal, hein. J'ai parlé d'Alain Quintalé sur l'aspect prépa physique, handball, c'était vraiment le début. C'était presque mon papa. Il y a eu c'est sûr, il y a eu Philippe Lambert. Même si on s'est retrouvés à bosser ensemble à Paris en 2014, j'ai même été rebosser avec lui à Noël quelques semaines à Doha. On se connaît depuis ce fameux diplôme européen de l'année 2000. Quand je te dis que cette année 2000, ça a été ça a été une année extraordinaire pour moi, entre les gens que j'ai rencontrés, tout ça, quoi. À cette époque, tu avais donc Michel Dufour, qui était aussi mon prof là, avec qui j'ai moins de contact maintenant, mais à cette époque-là, quand t'as 20 et des brouettes, c'est des gens qui comptent, tu vois. Après, pas vraiment des mentors, mais des gens qui m'ont énormément aidé dans ce que j'ai fait sur des moments, tu vois. Donc Paul Lorsen, c'est lui. Sur les 100 mails que j'ai envoyés en 2007 pour essayer de trouver un postdoc, bah c'est le seul qui m'a envoyé un billet d'avion pour me dire viens à Perth. Donc tout ce que j'ai vécu avec Paul pendant ces périodes-là, bah c'est évident que je serais pas la personne que je suis, j'aurais pas fait ce que j'ai fait sans Paul. Tu vois, même si maintenant on a des choses qui tournent, on n'a plus autant de nouvelles choses en route. Enfin, si je dis ça, si on a tellement de trucs qui continuent, mais ça reste, c'est la suite de ce qu'on a commencé avant, en fait. Tu vois, donc voilà, t'as Paul Lorsen, c'est évident. À Spire, c'est Alberto Mendes Villanueva, qui est un gars extraordinaire, qui est sûrement un des gars les plus perspicaces, les plus critiques que je connaisse. Il a des avis acérés surtout, et il est capable de tout démonter.
mais avec des arguments. C'est juste pas pour le de sake of it, tu vois. Il est très très pertinent. Et donc d'être quelques années à côté de lui, j'ai appris de lui sur cet aspect très, voilà, sur à savoir être critique. Je suis sûr il y a d'autres gens que j'oublie, mais voilà, c'est les premiers noms. Ça remonte un petit peu maintenant, mais Super. Et en termes de lecture et de livres, qu'est-ce qui t'a marqué ou qu'est-ce que tu as lu dernièrement et qui sort du lot? alors dernièrement non, mais il y a un livre et que je suis pas le seul à nommer, qui est Black Box Thinking de Matthew Syed. Je sais que c'est un livre, enfin j'ai beaucoup de mes collègues qui en parlent, et c'est un bouquin qui a marqué. Ça te rappelle un peu l'histoire de la boîte noire en aviation, pour donner l'idée que dans des entreprises ou dans des corps de métier où on veut apprendre de ses erreurs et être meilleur, bah tu notes tout, tu fais un peu ce retour permanent sur expérience. C'est ce que font les gens dans l'armée, c'est ce que font les gens chez les pompiers, tu vois, c'est quelque chose où l'erreur est acceptable, et tu l'utilises pour t'améliorer. Et donc tout ce bouquin, il est autour de ça, et c'est fantastique. Et ça te montre aussi comment, à l'inverse, essentiellement, on va dire, les choses s'améliorent heureusement, mais dans le milieu médical, par exemple, on était à tout l'inverse. C'est-à-dire que tu ratais une chirurgie, pas de bol, désolé, hop, tu mettais ça sous le tapis, et puis on partait à la prochaine. Parce que les mecs avaient pas cette humilité de dire qu'ils pouvaient commettre des erreurs, et puis ils avaient pas besoin de checklist, ils avaient pas besoin de tout ça parce qu'ils savaient déjà faire, tu vois. Donc ce bouquin, il est extraordinaire parce que il te donne une vraie perspective sur accepter l'erreur et d'être dans un constant process d'amélioration, et qui est basé sur une entrée avec de l'humilité, tu vois. Donc il est top, 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 top. Et puis un peu plus sombre, si tu veux, parce que je suis passé par des modes un peu plus compliqués. J'ai commencé à lire pas mal de trucs sur la philosophie stoïque. Ça peut paraître un peu loin de tout ça, mais donc tu vois, t'as le daily stoïque, tous les jours, t'as ta petite phrase pour être zen, et puis pour essayer de remettre en perspective les choses qui sont importantes dans la vie. Et surtout, la base de la philosophie stoïque, c'est que tu contrôles pas grand-chose des événements de la vie, mais tu contrôles ta manière d'y réagir. Donc c'est bien, c'est important, tu vois. Ça c'est. Et puis si tu vas à l'extrême, t'as Viktor Frankl, The Man Search for a Meaning. Ça c'est très très trash. C'est la vie d'un ancien prisonnier à Auschwitz. Et c'est de la philo, tu vois, mais c'est un bouquin qui m'a retourné aussi sur voilà, qu'est-ce qui est vraiment important. Tu vois, quand t'as des petites quand tu t'énerves pour des conneries, des choses sans aucune importance de ton quotidien, et que tu remets en perspective de certaines choses, bah tu te remets en place et tu profites de tout ce que t'as, tu vois. Donc ça c'est important aussi, évidemment. Carrément. Et alors si les gens qui nous écoutent ont des questions et veulent te contacter, quel est le moyen principal, on va dire, quel réseau tu utilises le plus? Bah j'ai mon compte Twitter où je suis actif pour relayer de l'information, et dans lequel bah dès que j'ai une nouvelle publi ou une nouvelle actualité, je la mets, c'est sûr. Tu me verras jamais mettre un article sans lien, par exemple. Ça, c'est toujours ma petite bataille, parce qu'il faut pouvoir partager l'information. Donc si c'est juste te mettre, comme tu vois partout, la photo de j'ai un papier accepté, pour moi ça sert à rien. Et c'est justement pour moi le gros problème d'Instagram, où j'ai aussi un compte, mais Instagram c'est beaucoup plus perso, où je vais mettre les photos de mes footings du week-end et partager des moments de bonheur et de gratitude. Ouais. Donc si tu veux, Insta c'est plus la philo, et Twitter c'est plus mon activité scientifique ou autre. Donc c'est @Marthe1 Buche pour les deux. Parfait. Voilà. Puis après j'ai mon site internet où tu peux me trouver aussi, mais ouais, j'ai suffisamment de mails pour l'instant. Ça suffit. Pas de Voilà. souci. Pas de souci. Martin, merci beaucoup. Bah écoute, un plaisir. J'ai énormément parlé, sûrement beaucoup trop de moi, mais bon, c'était le but si tu avais des questions, mais voilà, c'est pas toujours facile de parler de soi, mais j'espère que je communique quelque chose enfin, voilà, il y a de la passion derrière, tu vois, c'est pas. Et puis surtout ma mission, je le redis, c'est, j'espère que tout ce que j'ai pu faire, ça a été utile. Si c'est le cas, bah, tant mieux. Ouais.
Super. Eh ben, merci en tout cas pour le temps passé et à très bientôt. Voilà. J'espère que vous êtes régalés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur nos minutes ou Apple Podcast et à le partager. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.